bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à notre émission Café Bord. Toujours plus haut, toujours de nouvelles personnes qui sont engagées, qui font société, qui font la France d'aujourd'hui et de demain. Et donc ce soir, nous allons accueillir Julie Denès. Julie Denès, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes auteur et président d'association. Vous allez nous en parler puisque vous avez créé plein d'associations. Oui. Alors d'abord, votre histoire, qui est Julie Denès? Vous êtes né où? Vous avez grandi où? C'est quoi votre parcours après? Moi, je suis née en Bretagne. Je suis née au bout du monde. C'est comme ça qu'on l'appelle, le Penarbet. C'est vraiment là où la terre se finit. Donc en Finistère, principalement dans une petite ville qu'on appelle Carhaix, là où se tient le Festival des Vieilles Charrues. Parce que quand je dis Carhaix, personne ne connaît, mais quand je dis Festival des Vieilles Charrues, tout le monde dit ah. Effectivement. C'est un festival mondialement connu maintenant. C'est ça, voilà. Donc moi, je l'ai connu vraiment au tout début. Donc bretonne, donc avec le caractère qui va avec. Ma petite case professionnelle, c'est d'être juriste, voilà, puisqu'il en faut une. Donc j'ai fait des études de droit en Bretagne et à Bordeaux, et engagée depuis que je suis sortie de la fac dans le milieu associatif, puisque j'ai commencé dans le milieu associatif au niveau conso, logement, culture, droits des femmes, prévention routière aussi, jusqu'à intégrer l'armée, puisque j'ai été officier de l'armée de terre aussi pendant presque 6 ans, où j'ai principalement fait mon métier de juriste, on va dire. Et ensuite, j'ai créé, en sortant de ce contrat-là, ce sont des contrats à durée déterminée, j'ai créé l'association Les Berceaux de la Francophonie, voilà, donc, qui aide et accompagne tous ces fabuleux talents francophones que nous avons sur le territoire national. On les amène vers leur réussite, on crée du lien social, on leur demande déjà si ça va. Et ensuite, j'ai aussi cofondé Diplo 21, qui est une association qui agit davantage sur le pôle diplomatique. Et je continue voilà, mon parcours de juriste et de maman aussi à côté. J'ai plusieurs vies en fait, et je suis auteure depuis 2017 maintenant, puisque j'ai écrit Une poule sur un mur, qui est sorti en août. On va voir le livre là, qui va se mettre sur l'écran. Vous allez voir le livre de Julie Denès que je vous invite à lire. Alors on va en parler justement de ce livre, Une poule sur un mur. Mais avant de dire ça, vous dites c'est là où tout finit, où la terre se termine. Mais c'est en fin de compte là où naît votre histoire, parce que c'est quand quelque chose se termine, quelque chose relaie, non? Complètement. Il y a 2 significations à Penarbet. En breton, il y a le bout du monde et la tête du monde. Donc voilà, c'est là où tout commence et finalement là aussi où tout finit. C'est une dualité de ce pays-là. Voilà, parce que c'est ça, j'aime bien parce que... Et puis la philosophie celtique, quoi. Quand on est dans la Festival des Vieilles Charrues, il y a des fest-noz, c'est des moments magiques à partager. Oui. Pour les adeptes de la crêpe et de la galette, c'est toujours sans être cliché, c'est toujours un grand moment à partager, non? Les fêtes en Bretagne, c'est... Oui, alors moi j'ai plus connu les fêtes du bord de mer, parce que mes parents étaient de Port-Salle, donc de l'autre côté de Brest. Donc j'ai plutôt connu voilà, les fêtes au port, les sorties en mer, etc. Ensuite, tout ce qui est fest-noz, fest-dies, toutes ces fêtes de nuit ou ces fêtes de jour, je les ai connues une fois que je suis rentrée un peu dans les terres et que j'ai commencé ma scolarité un peu plus dans les Côtes d'Armor. Là, j'ai découvert tout ce milieu-là et cette fraternité-là. Voilà, c'est des vrais moments de partage. D'ailleurs, il y a beaucoup d'associations bretonnes, kabyles, qui montent des choses ensemble. Bien sûr, ouais, le Festival de l'Oriental, les gens y sont. Non, mais je trouve qu'effectivement, c'est assez intéressant parce que c'est assez universel. Est-ce que c'est le fait, effectivement, d'être au bout du monde et des choses où les gens ont envie d'être le commencement de quelque chose? C'est peut-être ça aussi, non? C'est peut-être, et puis, dans des territoires comme ça, un peu rudes et tout ça, c'est peut-être là où les gens ont le cœur un peu plus chaud, non? On dit qu'on est un peu froid, oui, souvent, quand les gens viennent en Bretagne, mais... Une fois qu'on vous a accueilli, qu'on vous connaît, par contre, c'est très fraternel. Et puis on est aussi, il faut le savoir, une région de voyageurs. On voyage beaucoup en Bretagne. C'est la première immigration en Ile-de-France, l'immigration de l'intérieur, les Bretons, la banlieue rouge, on l'appelait, parce que justement, dans les c'est par rapport aux Bretons qui venaient, qui étaient très engagés, qui venaient. Moi, j'ai connu, quand j'étais gamin, les feux de la Saint-Jean, ici, à l'époque, parce qu'il y a beaucoup d'associations bretonnes en Ile-de-France. Il y en a eu, oui, il y a même une maison de la Bretagne. On localise ça au niveau de Montparnasse, mais on est partout. Je ne sais plus quel est le chiffre, mais c'est la capitale de la Bretagne, quand on regarde par rapport à chez nous. Mais après, on voyage aussi partout dans le monde. On est vraiment des grands voyageurs.
mais on revient toujours à un moment à ces racines-là, comme tout le monde, puisqu'on est attaché à cette identité, cette culture aussi bretonne. Oui, et puis vous avez un peu un caractère fort, la tête un peu dure, non? De temps en temps, non? C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. On est pugnace, ça c'est sûr, on ne se laisse pas faire. C'est sûr, alors c'est plus ou moins bien perçu, il y a des choses à redire, mais quand on n'est pas d'accord, en tout cas, on le fait savoir, on le fait comprendre. Et moi, j'ai combattu justement dans ma ville, à Carhaix, pour le maintien de la maternité, là où je suis née. Ils voulaient la fermer. Et bien, quand j'ai été enceinte de mon premier garçon, j'étais à Nancy, mais je suis rentrée en Bretagne, à Carhaix, pour accoucher justement, pour faire montre de mon engagement pour ce maintien de cette petite maternité-là. Vous voyez quand même, voilà, ça c'est de l'engagement. Et votre enfant donc, est né à Carhaix aussi. Il est né à Carhaix. Comme vous, quoi. Donc, c'est un petit breton. C'est un petit breton, oui. 100% breton ou pur beurre? Ah, c'est un petit métis. Bravo en tous les cas pour ces engagements. Alors avant de venir au livre Une poule sur un mur, c'est vrai que le titre est peu probable quand on connaît le contenu. Je voudrais que vous nous parliez un peu des berceaux justement, parce que c'est assez intéressant les berceaux de la francophonie, c'est-à-dire de faire connaître, de valoriser tous ces gens c'est à travers l'écriture uniquement ou tout discipline confondue? Alors, l'asso, vraiment, elle agit sur plusieurs pôles. Alors, elle est toujours en train de s'organiser, en train de faire, en train de créer, parce que c'est un gros travail. Il y a plus de 300 000 étudiants là, sur le territoire. Près de la moitié vient d'Afrique, notamment d'Afrique francophone. Voilà. Donc, ça fait déjà une sacrée population. Certains passent par Erasmus, donc ont moins de soucis, mais on a des étudiants qui arrivent comme ça, qui passent par Campus France, etc., mais qui débarquent complètement sur le territoire avec une vision mais complètement floue de là où ils vont. Ils sont seuls, ils ont une petite liasse en poche en pensant que ça va régler tous leurs problèmes, mais en fait non. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de localiser tous ces étudiants. Donc on a 2 petites structures qu'on a créées d'ailleurs en Afrique pour ça, pour essayer de nous dire, on a plein de contacts partout qui nous appellent en disant voilà, j'ai tel étudiant qui arrive, etc. On les identifie, puis ensuite on les aide et on crée ce lien social et cette inclusion sur le territoire. C'est leur faire rencontrer des gens du territoire aussi, parce que c'est comme ça qu'ils vont aussi finalement se plaire, parce que c'est être déraciné et arriver sur ce territoire-là sans vraiment le connaître, c'est très compliqué. Voilà, les premiers mois vraiment sont difficiles. Et ils ont vraiment une force, une humilité et puis une envie de réussir. Ils doivent réussir d'ailleurs. Donc il faut allier tout ça et puis les aider sur des questions de logement, sur des questions de matériel, sur trouver un stage, etc. Donc toutes ces questions-là, nous on essaye d'y répondre. Et puis avec le sourire et des choses, voilà, comme je disais, un ça va, pour certains c'est déjà énorme. Parce qu'on ne leur pose même pas la question de savoir si ça va. Et ça, pour moi, c'est terrible. Ah oui, c'est vrai, parce que on parle, moi je vois bien la difficulté, on parle effectivement très peu de ces étudiants, à part certains partis qui sont toujours en train de stigmatiser, mais on parle très peu de ces 150 000 étudiants effectivement francophones, entre guillemets, qui viennent tous les ans sur notre pays, je crois. Tous les ans, et on en parle très peu, et on s'occupe très peu de leurs problèmes, alors qu'on sait très bien qu'ils sont dans une grande précarité. Mais ça a toujours été comme ça, en fait. Si vous regardez les premiers reportages sur le site de l'INA, c'est début 60, on a les mêmes problématiques. Finalement, l'informatique n'a pas réglé grand-chose dans cette histoire. C'est toujours cet isolement, trouver un logement, se nourrir, trouver un travail, avec toutes les contraintes qu'il peut y avoir par sa nationalité aussi. On sait très bien que l'Algérie, les étudiants algériens ont plus de difficultés que les autres parce qu'il y a ces accords-là qui freinent aussi sur certaines notions. Mais ça a toujours été comme ça. Et ces étudiants qui sont venus sont des entrepreneurs, ou ont été des chefs d'État, ou des ministres, ou des gens comme Tidjane Thiam qui ont réussi dans la finance, ou d'autres qui travaillent à la NASA, mais qui n'ont pas eu, à un moment en sortant d'école, même major de promo, la moindre main tendue, non plus à ce niveau-là. Alors qu'on sait très bien qu'un diplôme sans expérience, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien du tout. Donc il faut au moins cette expérience-là. Et puis ce transfert de compétences entre le pays et tous ces échanges économiques qu'il va y avoir, tous ces échanges culturels qu'il va y avoir. Tout ça, ça ne peut qu'enrichir. Voilà. Ces étudiants-là, avant d'être des étrangers, sur le territoire national, ce sont des étudiants. Et ils ont bien un statut d'étudiants.
Voilà. Nous, on les appelle les talents francophones, c'est pas pour rien. Alors c'est intéressant que vous en parliez de talents francophones parce que, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait aujourd'hui que le développement économique de la France se fera en Afrique, puisque le marché est saturé sur le truc, et donc effectivement que ces gens-là peuvent être de véritables passerelles. Vous avez cité des noms de gens qui ont réussi, qui ont fait des choses, et aujourd'hui on les maltraite alors qu'on devrait plutôt les choyer, puisqu'ils sont notre avenir de demain, en clair, non? Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce terme, les berceaux de la francophonie, parce que je trouve que le berceau, comme en plus l'Afrique, c'était le berceau de l'humanité, je trouve que cette histoire de berceau montre l'enjeu de ce qui doit naître et de ce qui doit être cultivé pour l'humanité, non? Complètement. Berceau, quand on a choisi le terme, alors c'est le lieu de quiétude, c'est le lieu de création, effectivement. On sait se dire, voilà, il y a plusieurs berceaux au niveau de la francophonie, parce qu'on parlait de pays, on parlait d'étudiants, on parlait d'espaces francophones, et ces étudiants-là sont effectivement l'avenir de tout ça. Ils vont créer, ils sont venus avec des idées d'entreprises innovantes pour leur pays d'origine. Il n'y a pas que l'Afrique, il y a la Roumanie aussi, il y a des Moldaves, il y a des étudiants francophones de partout. Mais si on parle d'Afrique, effectivement, nous, on a à notre niveau des étudiants avec des projets fabuleux et totalement innovants. Et c'est vraiment ceux-là qu'il faut accompagner, mettre en valeur. Il faut leur permettre justement de rencontrer tous ces acteurs français. Quand on a des sociétés comme Eiffage, par exemple, qui signent des gros contrats en Afrique, et qu'on a ici sur le territoire national des étudiants qui sont ingénieurs civils, qui ont besoin d'un stage, pour moi, la connexion devrait être évidente. Elle est naturelle, oui. Bien sûr. Le talent dont vous avez besoin, qui vient de ce pays-là, il est sur votre territoire national. Il a besoin d'un stage. Il ne demande pas la lune. La lune, quoi. Juste un stage. Donc, pour moi, ces connexions-là devraient se faire assez naturellement. Mais c'est encore très, très difficile. Je trouve que les berceaux de la francophonie, je trouve que c'est fabuleux comme idée, parce que ça a un manque, on le voit bien aujourd'hui sur les étudiants, et donc vous répondez, mais il y a quelque chose aussi qui vous caractérise, Julie, si je pouvais vous définir, dans le peu que j'ai vu, c'est un peu ce souci sur cette recherche de la quiétude, un peu cet espace, et d'ailleurs on le retrouve, on va faire un peu la transition, on le retrouve dans votre livre Une poule sur un mur, on voit que, et d'ailleurs, parce que c'est vrai que le titre est improbable, vous allez nous en parler, mais comment vous êtes venu l'idée d'écrire, et comment vous êtes lancé dans cette aventure? Moi, j'écris depuis toute petite. Voilà. Je le raconte un petit peu. Depuis la primaire, j'écrivais des poésies, etc. Mais la vie a fait que j'ai plutôt fait un cursus scientifique et laissé ça de côté. Mais j'avais des choses, des histoires personnelles aussi. Et je me dis, à un moment, il va falloir que ça sorte. Parce qu'il y a une des clés de la thérapie quand on a vécu des choses, c'est de l'écrire. Il y a de le dire, mais il y a de l'écrire aussi. De coucher les mots et à un moment de les confier à quelqu'un en disant « ça y est, je l'ai complètement sorti ». Et j'ai eu la chance l'année dernière d'écrire une préface sur le roman Malveau, qui est sorti aux éditions Fauve, mais qui fait partie de Michalon. Et j'ai rencontré Yves Michalon au cours d'un déjeuner. Où là, il m'a dit « voilà, c'est vous, Julie Denès, vous écrivez bien, vous écrivez peu, mais vous écrivez bien ». Et j'ai juste saisi une occasion. Voilà, je me suis dit, là, il faut que j'écrive. Je ne savais pas ce que j'allais écrire quand j'ai ouvert l'ordinateur, vraiment. Mais c'est sorti d'une traite. C'était le moment, voilà. Tout était en place pour que cette histoire puisse enfin sortir complètement. Et c'est très compliqué parce que ça veut dire, pour Une poule sur un mur, revivre des choses, se remettre dans les conditions d'il y a 14 ans, 15 ans maintenant, et essayer de rendre et de mettre les mots justes pour que tout le monde comprenne. Parce que c'est un livre qui est dédié à plusieurs publics. Oui, c'est un livre. Moi, je crois que le titre est improbable. C'est-à-dire que quand les gens vont lire, ils vont voir le titre Une poule sur un mur, ils vont s'attendre à quelque chose d'un peu joyeux, justement cette quiétude enfantine, truc. Alors qu'ils vont découvrir une histoire assez dure, assez hard, quoi, assez lourde quand même. Hein. Assez violente, oui, assez violente. Bon, a priori, j'ai des amis qui m'ont dit j'ai rigolé à un moment quand même, donc. Et on peut quand même rire à certains passages de ce livre-là. Il n'est pas complètement noir. Au contraire, on suit pendant 2 ans, pratiquement, une jeune femme lambda, complètement lambda, qui n'a pas vraiment d'histoire. Et on la suit dans une relation qui est extrêmement toxique, une relation qui va devenir de plus en plus violente, mais on est vraiment à côté d'elle. Avec des mots très, très simples, sans être simpliste,
mais simple, pour qu'on comprenne bien. Et je me suis arrêtée sur certains passages effectivement très violents parce que je voulais que les gens comprennent jusqu'où ça pouvait aller. C'est pas juste se dire c'est une femme battue ou elle a subi des violences psychologiques. Non, c'est mettre des mots sur ces mots-là. C'est important. C'est important de dire, même si c'est trash, effectivement, quand on dit une poule sur un mur. Moi, j'ai une dame la dernière fois en signature qui est venue pour me demander si elle pouvait l'offrir à sa fille, mais qui était toute petite. Je dis, ça va être un peu compliqué, là, quand même. On va attendre qu'elle grandisse un peu. Mais c'était cette envie-là, ce besoin, je crois on dit que c'est un peu thérapeutique, à un moment. Là, voilà. C'est trouver la force aussi, parce que pour venir en parler, pour accueillir aussi tous les messages de femmes et d'hommes suite à des émissions, suite à la lecture du livre, il faut aussi être soi suffisamment forte et avoir cette quiétude-là aussi intérieure pour pouvoir tout recevoir. Et alors, mais comment, moi j'étais surpris, je me suis dit, mais comment vous avez vu l'idée de ce titre? Pourquoi une poule sur un mur? Alors, quand on connaît le contenu du livre. Alors oui, effectivement, ça arrive vraiment à la fin, donc c'est cette histoire de relation très toxique entre Eric et Ève, où ça va être, en fait, ce qu'on décrit, c'est le cycle de la violence, donc sous ce côté lune de miel, etc., avec de moins en moins de lune de miel d'ailleurs, puisque quand on arrive à une poule sur un mur, il n'y a quasiment plus que de la violence. Et ce titre-là vient tout simplement d'une des dernières scènes de violence extrême que Eric fait subir à Ève. Et c'est le moment où elle ne peut plus, en fait, subir plutôt cette violence. On appelle ça, alors, je ne suis pas experte, mais la dissociation, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est son corps qui se déconnecte. Et dans la tête d'Ève, pour ne plus entendre les insultes, ne plus subir, elle commence à chanter. Et ce qu'elle chante, c'est cette petite comptine-là. Et elle la chante X fois, en continu, en continu, en continu. En boucle, quoi. En boucle, complètement. Parce que si elle arrête, elle va l'entendre. Et pour cette comptine-là, est-ce que c'est par rapport à quoi? Par rapport à l'enfance protectrice des parents, par rapport à un retour, par rapport à un peu comme ce souci de quiétude que vous avez tout le temps? Je crois que c'est ça, c'est un moment où on a besoin de retrouver cette enfance. Moi j'ai eu une enfance heureuse, hein, donc là vous êtes entouré, vous êtes protégé, vous n'êtes pas conscient aussi de toute cette violence qui vous entoure. Et peut-être que c'est un endroit où on aime se retrouver. On a toujours cette âme d'enfant, ces rêves avec ce petit jardin. Donc aller finalement se cacher là-dedans, c'est une manière de vous protéger. De ne pas sombrer, complètement, oui. Et ça vous a vraiment aidé à ne pas sombrer, cette façon de réagir, cette petite chanson, cette comptine? En fait, c'est même pas conscient. C'est vraiment mon corps qui s'est dit que là, c'était le point de non-retour. Là, c'était fini. Soit c'était lui ou moi. Soit je continuais à entendre, à subir, mais de manière totalement consciente et je sombrais, soit je quittais finalement l'instant présent. Et je sais même pas d'ailleurs ce que j'ai fait, puisque Ève c'est moi dans le livre, ce que j'ai fait ensuite quand il est parti, à quelle heure je me suis réveillée le lendemain, etc. Ça a été quelque chose de très très difficile à gérer, mais la scène est là, effectivement, la scène est là, et cette petite comptine pour se protéger, voilà, d'où le titre du livre. Et parce que, comme les gens qui nous regardent et qui veulent savoir, comment se fait pourquoi on peut rester longtemps avec quelqu'un? On a l'impression qu'il va changer, ou comment on sait quoi qui fait qu'on reste longtemps avec quelqu'un qui dérive totalement, quoi? Parce que c'est un comportement inacceptable, et le mot est léger encore, hein. Je pèse mes mots, j'essaie d'être modéré à la télé, mais comment on peut rester? On a l'impression qu'il va changer. C'est quoi le mécanisme en fin de compte? Mais déjà, c'est très insidieux. Bon, c'est pas vous le rencontrez, le lendemain il vous colle une gifle. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est très insidieux. C'est au début, moi pour ma part en tout cas, puisqu'on peut le qualifier comme on veut, hein, de psychopathe ou de pervers narcissique, on n'est pas d'accord, mais en tout cas, voilà, faut mettre des mots sur ce qui se passe à un moment. C'est très insidieux. Donc moi, ce qu'il a fait, c'est qu'il a montré le plus beau visage qu'on pouvait montrer, celui du prince charmant. Donc sorti au restaurant, les compliments, tout ça, etc. Moi, je me suis crue dans un rêve vraiment. Donc ça commence comme ça.
Et petit à petit, il va y avoir des petites entorses. Mais rien de grave, parce qu'on sait que dans un couple, voilà, on a besoin de faire des compromis. C'est normal, ça. Voilà, il y a des hauts et des pas, et bas. puis on ne peut pas s'entendre à un moment, puis tout le monde connaît ça. C'est ça. Les conflits de couple, ça existe depuis bien des sûr. temps. Puis c'est comme ça qu'on s'accorde aussi. Voilà. À un moment, et puis c'est parce qu'on diffère aussi qu'on s'accorde, et puis c'est parce qu'il faut trouver sa place, ça chauffe un peu. Puis ça, c'est je dirais, du normal. Là, on est dans autre chose. Voilà, mais ça commence comme ça. Donc vous pensez aussi, vous, être dans ce genre de relation-là. C'est-à-dire qu'on va s'accorder. Et moi, j'avais pas d'expérience de couple. Hein. Donc pour moi, la femme était là pour faire plaisir, etc. Donc on était en plus dans quelque chose d'assez compliqué. Et puis il va y avoir une première entorse. Il va y avoir un premier mot ou un premier fait qui, lui, va effectivement sortir de cette recherche d'équilibre dans le couple. Mais il va vous faire comprendre que c'est de votre faute, en fait, ce qui s'est passé. Et moi, qui suis une personne empathique, je vais essayer de trouver des raisons à ce comportement, me poser moi, me remettre en question moi, et lui, c'est ce qu'il va rechercher. Donc je vais me rendre responsable de ce qui vient de se passer. Et ensuite, il va revenir en disant tout est oublié, donc il va vous offrir des fleurs, ou sortir, ou machin. Et ça repart comme ça, où il a à nouveau ce beau visage, et on se dit, bon, c'était une petite entorse, tant pis, c'est passé, et puis finalement, c'était un petit peu de ma faute, j'aurais pas dû. Sauf que cette lune de miel-là, parce que c'est ce qu'on appelle la lune de miel, hein, ce fameux moment où tout va bien, où on croit que tout va bien et on se dit ça n'arrivera plus, eh bien il y a encore une autre entorse. Et petit à petit, la lune de miel, eh bien elle se rétrécit. On peut se dire qu'il va changer. De moins en moins de miel et... Il n'y a plus que de la violence à la fin. Voilà, c'est plus des lunes bien sombres, non? Voilà, c'est plutôt des nuits noires que des lunes de miel. Et quand on arrive sur des extrêmes où vous voyez le nombre de femmes qui sont mortes, c'est le résultat d'un long processus. Bien sûr, c'est pas du jour au lendemain. Toutes les secondes, il y a des femmes qui meurent malheureusement de violence dans le monde, ce qui est triste d'ailleurs. C'est épouvantable. Donc voilà, c'est ce processus-là. Et aussi, lui, il vous dit qu'à un moment, il va changer. Alors, il peut s'excuser. Il y en a qui pleurent en disant « j'aurais pas dû te faire ça, je suis désolée, pardon ». Donc, il disait « bon, ok, il va changer, il a compris. Maintenant, on va partir sur des bonnes bases. » Et la lune de miel recommence, etc. Et vous êtes dans un cercle qui est complètement infernal. Complètement infernal. Et vous, de votre côté, à force de violence psychologique et ou physique, vous perdez complètement l'estime de vous-même et même cette force-là à aller contre. Il vous dit qu'il est le seul à vous accepter parce que vous avez tel passé, parce que vous êtes physiquement comme ça. Il n'y aura pas d'autre que lui. C'est le seul qui pourra vous donner cet amour-là dont vous avez besoin. Donc vous dites, bon, ok, effectivement. Et à un moment, vous dites que oui, vous êtes comme ça. Vous en arrivez à ce niveau-là de mésestime de sa propre personne. Alors quand vous partez, il y a tout ça qui a à construire. Tout. Alors que moi, j'échange avec vous, je pense que heureusement que vous avez retrouvé, parce que vous êtes une belle personne en fin de compte. Et je le dis parce que je dis ça, parce que toutes les femmes qui en sont victimes, qu'elles sachent que qu'il n'y a pas qu'eux et qu'elles ne sont pas responsables de la situation ou des dérives de quelqu'un. D'ailleurs, on ne peut pas lever la main sur quelqu'un, il y a quand même une limite à ne pas franchir. Qu'on dérape verbalement, même si c'est condamnable et c'est pas bien, parce qu'on est fâché ou parce qu'on s'emporte ou parce que certains sont pour eux, certes, mais que l'on passe à l'acte. Il y a les deux choses. Vous pouvez très bien être juste détruit psychologiquement. On parle des mots. Les mots ont un sens. Les mots peuvent détruire. Bien sûr. Hein, parce que les coups, on peut finalement les effacer. Moi, je n'ai rien aujourd'hui. Mais ces mots-là qui ont résonné. Alors quand on s'emporte, il faut choisir ses mots aussi. Quand ce sont des insultes, là, c'est au-delà d'un simple égarement. Bien sûr, tout à fait. Quand c'est tu ne vaux rien, quand c'est tu ne réussiras jamais dans la vie, quand c'est tu ne mérites personne d'autre que moi ou tu mérites le sort que je t'inflige, là, on est dans autre. Nul ne mérite d'avoir un sort qui lui soit infligé, je vous le dis, je vous rassure. Non, il faut le dire. Parce qu'on nous regarde, que les gens comprennent que personne ne mérite d'avoir un mauvais sort, un mauvais traitement. Absolument pas. Et ces femmes-là, alors le problème, c'est qu'à un moment, moi j'ai rencontré beaucoup de femmes, j'ai eu beaucoup de messages de femmes, et aussi d'hommes, hein, ça arrive aussi à des hommes, mais principalement de femmes. Et on se dit, et elles le disent à chaque fois, c'est mon histoire, mais j'ai trop honte.
J'ai peur du regard des gens parce que les Oui, gens ne comprennent pas. c'est de ça dont profite le truc parce que la honte, ceci, La honte, la peur. Voilà, la peur pour justement continuer à détruire les personnes. Oui, et puis ils vous tiennent à un moment, ils vous tiennent par quelque chose. Ça peut être les enfants, ça peut être la dépendance économique. Moi, il me tenait parce qu'il avait fait une jolie petite vidéo de moi et il me menaçait de l'envoyer à mes parents. Donc il fallait réussir à fuir. Moi, j'ai mis presque 8 mois quand même à organiser ma fuite. C'est très long de subir encore 8-9 mois tous ces va-et-vient où il n'y a plus de lune de miel quasiment. Ça ne veut pas dire qu'il y a des coups tout le temps, c'est juste que c'est venir la nuit pour me réveiller, c'est tirer les cheveux, c'est insulter, etc. Et ça, pendant se dire, il faut que je fuis, mais il faut que je réussisse à fuir sans qu'il y ait de dommages, ni sur moi, ni des dommages pour ma famille. Et ces hommes-là réussissent à vous tenir d'un côté ou d'un autre. Et vous n'avez pas d'enfants, vous, à cette époque-là? Heureusement, j'avais pas d'enfants. Mais c'est bien que vous le dites parce qu'il faut que les gens qui nous regardent comprennent que quand il y a des situations comme ça, il faut aller en parler. Il faut aller voir, j'ai même des thérapies, essayer d'en parler et d'être conseillé parce qu'on a besoin d'être accompagné. Qu'on ne s'isole surtout pas. Non, mais c'est lui qui nous isole. C'est lui qui nous isole. Non, mais pas accepter l'isolement, c'est ce que je veux dire. Oui, complètement, mais c'est insidieux encore une fois. Il va vous convaincre que telle personne n'est pas bonne pour vous, ou lui-même va répondre à des messages à votre place. Et petit à petit, vos amis vont finalement s'éloigner. Votre propre famille peut s'éloigner de la même manière. Lui, ce qu'il veut, c'est que vous soyez sa chose, donc isolé, sans discernement intérieur et sans le regard des autres justement qui pourraient vous alerter en vous disant mais ce qu'il fait c'est pas normal, réveille-toi. Mais vous n'avez plus personne à un moment. Vraiment, vous n'avez plus personne. Donc il y a effectivement tous les numéros de téléphone qu'on connaît, le 39 19, il y a les associations, il y a encore beaucoup de travail à faire pour libérer cette parole-là parce que les gens ont vraiment du mal à comprendre et je l'ai vu moi sous des articles, notamment celui qui est sorti en septembre. Regardez juste les commentaires. Dans les commentaires les plus virulents, c'est moi qui prends. C'est pas lui, c'est moi. C'est moi. Je suis traitée de tous les noms et je mérite ce qui s'est passé parce que j'aurais dû partir, parce que je suis une cassos, etc. Et je n'ai que ça dans les commentaires. Donc il y a... Et vraiment, cette parole-là est compliquée. Parce que quand on en sort, on n'a pas envie d'y revenir. On n'a pas envie de ressasser. Tout à fait, hein. On n'a pas envie. Mais à un moment, c'est nécessaire de le dire et de mettre un visage. Et c'est rare, justement, dans ces témoignages-là, qu'on puisse venir et dire « moi, je l'ai vécu ». Et moi, je n'ai pas peur, moi, je n'ai pas honte et je ne me sens pas responsable et je n'ai pas de culpabilité. Surtout qu'aujourd'hui, vous avez des enfants. Oui, j'ai des enfants. Ce qui rend les choses, qui apprennent ça, c'est toujours dur dans toutes ces choses. C'est pour ça qu'on inquiète. En tous les cas, moi, je sais que l'émission a touché sa femme, mais moi, en tous les cas, je voulais te remercier d'être vraiment venu en parler, parce que je pense que c'est important, c'est des sujets de société, d'actualité. On peut pas, déjà, on voit bien que quand même, que cette histoire même si t'as meurtri, n'a pas altéré ton engagement, ton goût des autres. On l'a vu avec les berceaux de la francophonie, on n'a pas eu le temps de parler de Diplôme 21, mais on voit que tu es très engagé sur le droit des femmes, etc. Tu es très engagé, et comme l'émission touche à sa fin, et donc c'est vrai que c'est toujours difficile de s'arrêter, mais parce que tu as beaucoup de choses à dire. Mais moi, je voulais te remercier vraiment d'être venu témoigner pour ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être besoin d'être conseillés ou qui ont besoin de recevoir d'autres messages que ceux de ceux qui sont injurieux, qui disent c'est ta faute, cassos, etc. Parce que même si on est, même quelle que soit la condition dans laquelle on est, nul ne peut être traité ou maltraité. Donc qu'on se le dise clairement, et ça c'est la réalité. Après, voilà. Mais je voudrais juste peut-être que tu aies un mot de la fin ou d'une conclusion, parce que je sais que tu fais des préfaces et que tu fais des trucs, mais alors une préface de fin, si je puis dire, c'est une phase finale, quoi. Une phase finale, c'est que cette année va être très riche pour moi par rapport à ce livre, puisque je suis marraine d'un projet qui s'appelle Chez Elle. Et ce projet-là vise à acheter une maison justement pour accueillir des femmes avec les enfants. Parce que la problématique quand on a des enfants, c'est difficile. C'est encore plus compliqué de partir. Donc voilà mon mot de la fin, c'est d'aller soutenir ce genre de projets qui sont concrets et qui vont dans le bon sens pour redonner remettre le pied à l'étrier. C'est possible, moi je l'ai fait et je vais aider ces femmes-là à le faire de la même manière. Alors voilà, sur ce mot de la fin,
aider ces associations. Par exemple, sur Val-de-Marne, je pense à Home, et je salue Warda qui se bat pour justement des hébergements pour les femmes avec des enfants et tout ça, pour les éloigner et pour les aider à se reconstruire. Eh bien écoutez, chaque fois que vous pourrez, si vous pouvez contribuer, aider, modestement, vous savez, il n'y a pas de petite pierre hein, dans un édifice, toutes les pierres comptent parce que c'est comme ça que le mur tient. Et ben, comme vous l'a dit Julie Denès, je pense qu'il faut aller soutenir ces initiatives. Et franchement, voilà, c'est un beau combat parce que c'est un combat d'égalité, de société. Et puis une société, elle n'est jugée que par rapport à la façon dont elle traite les plus petits, les plus démunis. Là, en l'occurrence, les femmes qui sont victimes de violences, mais les enfants. Il y a des enfants derrière et des vies. Et pensez à chaque fois que derrière tout ça, c'est quand même des vies, et des hommes et des femmes, parce que les enfants, il y a des garçons et des filles que vous reconstruisez, que vous aidez à sortir de ces mécanismes et surtout à ne pas les reproduire plus tard parce que souvent on connaît la situation. Et donc voilà, merci à Julie Denès d'être venue et surtout soyez fidèles à notre prochain rendez-vous vendredi à 20h avec un nouvel invité. Et en tous les cas, mobilisez-vous pour la cause des femmes battues. C'est une cause, et c'est une grande cause et qui vaut d'être accompagnée. Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité.